Ah, j'ai quelqu'un là, je connais. Tu connais cette personne? Ah ouais, je connais ça. C'est qui? Je l'ai déjà vu traîner dans les bars. C'est toi? Peut-être bien. T'avais... Bon, il était beau le bonhomme, hein. Ah bah Il n'est ouais. pas trop démoché, hein. Tu avais quel âge à ce moment-là? Bon, tout de 20 ans. 20 ans? Ah oui. 18 à 20 ans, quoi. Dans 18-20 ans. dans cet entre-deux-là. Euh, Tu étais parti dans quel pays du coup? République centrafricaine. République. RCA. Est-ce que tu peux me dire les années où tu es parti? Je suis parti en 63, je crois. 63? Ça, ouais. Normalement, ça va être ça. Et jusque quelle année? 64 maximum, quoi. Environ 2 ans. Ouais. C'était même pas de bonnes années, quoi. Alors Pierre, mon père, est né en 1943. Il est pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est né dans une famille, donc son père s'appelle Jean, Jean Matisse, et sa mère Marie Durieux. Donc il est né dans une famille de 4 frères et sœurs, donc 3 frères et une sœur. Donc c'est le petit dernier de la famille. En 1943, dans le village de Montchaux, Jean Matisse et sa femme Marie Durieux, agriculteurs de métier, accueillent leur dernier enfant, un garçon nommé Pierre. La famille Matisse habite une vaste ferme dans le hameau de la rue, entourée de champs et de terres agricoles. Les enfants y grandissent, partagent les tâches dès leur plus jeune âge pour soutenir la famille, tout en poursuivant leurs études à l'école du village. Chaque dimanche, unique jour de repos, était consacré aux loisirs en famille ou aux rencontres entre amis. À l'école, Pierre se lie d'amitié avec Jean-François Lemoine, et c'est au cours de ces années qu'il fait la connaissance d'Hélène, la sœur de son camarade, marquant le début d'une relation importante dans sa vie. Bon, je m'appelle Hélène Matisse et j'ai 74 ans. Date de naissance de 14-12-47. Je suis venu au monde dans la forêt. Bon, voilà. Et je suis mariée avec Pierre Matisse. Et bon, j'ai un temps que je calcule des frères et sœurs. Donc 1, 2, 3, 4 frères. 3 frères, 2 sœurs. Non, ça va pas. On est à 7. Je sais plus comment c'est que je vais dire. Daniel, Jean-François, là on est 4. 4 frères. Et puis nous sommes 3 sœurs. Alors papy a fait sa scolarité à l'école de Montchaux. Donc c'était une école de garçons à l'époque. Et donc jusqu'en classe de CM2. Je ne sais plus si on appelait encore CM2 ou déjà CM2 à l'époque. Enfin, quoi qu'il en est, ensuite il était à la Douai pendant 1 an. Voilà, ça a duré 1 an. Je pense qu'il a passé le certificat d'études à l'époque. Et donc après, l'habitude c'était de ne pas forcément de faire des études longues. Et puis l'envie aussi de ses parents, c'était de l'avoir à leur côté pour les travaux de la ferme. Donc papy a commencé à travailler directement à l'âge de 13-14 ans. À l'école, on était à l'école avec Madame Bach. Et puis bon, elle faisait dictée, calcul, grammaire, conjugaison. C'est tout. Nous, on faisait pas de maths. Hein, on n'a jamais fait de maths. On faisait du calcul. Les langues. Calcul. Hein? Les langues. Oh, les langues! On n'a jamais fait de langue. Jamais. Moi, j'ai fait de l'anglais avec Annie quand je me suis occupée de mes enfants. Et je faisais de l'anglais avec Annie sans savoir lire l'anglais. J'essayais de lire. Oui, Madame Bach, elle habitait en face de chez mes parents. Donc, j'allais chercher les enfants pour aller à l'école. Quelquefois, ils n'avaient pas fini de déjeuner. On arrivait en retard, mais c'était pas un problème puisque c'était Madame Bach qui l'avait dit. Mais il y avait 2 filles, surtout il y en avait une qui était longue à manger au matin. Donc moi j'entendais après, puis après on venait à l'école.
Mais on a toujours été, moi j'ai toujours été à l'école avec Madame Bach. Et les garçons, ils allaient à l'école avec Monsieur Bach. Au bout du hameau de la rue vivent les Lemoine. Gérard, ancien mineur devenu ouvrier chez Béguin, et sa femme Marie-Rose Dumont, mère au foyer, élèvent leurs 7 enfants avec dévouement. Hélène, au milieu de la fratrie, passe ses après-midi après l'école à traverser le hameau avec ses frères et sœurs pour rejoindre l'Acatoire, la ferme familiale des Mathis. Voilà quoi, nous on n'a pas fait d'études, tu sais. À 13 ans, je suis parti travailler hein, à l'Acatoire, il fallait gagner des sous, mon père il gagnait pas. Donc voilà, on a tout de suite été travailler, tout le monde, après l'école. Après l'école, on faisait pendant les vacances, qu'on allait ramasser des pommes de terre, ça. Et après, bon, de fil en aiguille, j'ai été travailler à l'Acatoire, chez Albert Baptiste. D'abord, moi, je m'occupais des enfants, puis on avait 5 aussi, là. Et après, quand on avait un peu de temps, comme c'est aussi c'était un pépiniériste, on allait taper dans les pépinières. Alors, papy, en fait, a rencontré mamie quand mamie avait l'âge de 13 ans. Puisqu'en fait, papy sortait avec son copain qui était Jean-François, un frère de mamie. Et c'est de cette manière que, justement, mamie a fait la connaissance de papy pour la première fois, alors qu'il n'avait que 13 ans. Voilà. Donc ils sont sortis régulièrement ensemble. Alors les sorties d'adolescents au départ, hein, et bon, après ils étaient un peu plus grands, ils ont pu aller faire des sorties. Mamie avait un vélo, papy avait une mobilette, et donc pouvait faire des sorties, je dirais, un peu plus longues entre guillemets, et parfois aller dans les communes juste à côté, comme Rimbaudcourt, qui est une petite ville à côté de Montchaux. Je sais qu'il y avait un cinéma, enfin, il y a plusieurs cinémas à l'époque dans le secteur. Pierre, il sortait avec mon frère, Jean-François. Ils allaient au cinéma. Et de fil en aiguille, moi j'étais avec lui aussi. J'allais avec eux. On allait au cinéma dimanche après-midi. Et après, après on se voyait quand je m'en allais travailler. Comme il habitait à côté, juste à côté de avant que je m'en vais. Comment que je peux dire? Il habitait là à côté. Et à la fenêtre en haut, parlait. Moi, je m'en allais travailler. Lundi, je m'en allais que après-midi. Je partais après-midi, puis je dormais là-bas. Hein. Je dormais là-bas à l'Acatoire. Et donc, on parlait un petit peu là. Lui était en haut, à la fenêtre en haut. Et puis voilà, fil en aiguille, s'est rapprochés, comme on dirait. Du fait que je sortais avec mon frère. Après, je m'en allais avec eux au cinéma. C'est les jours qu'il faisait, qu'il y avait de la neige, tout ça, on allait à pied au cinéma à Tumerie. On avait rigolé. Il y avait Jean-Claude, Jean-François, Pierre et moi. Et puis après, forcément, les autres, ils ont fait connaissance. Jean-François, il avait fait connaissance d'une fille à Tumerie. Mais elle avait plus de yeux pour Pierre que pour, que pour Jean-François. Mais bon, on a bien rigolé avec ça. Mais après, Monique. Après, il y a eu aussi Monique. Monique, je sais plus. Ah ouais, on allait, en repassant, après quand on est parti au cinéma au soir, on allait au cinéma au soir, là, on repassait, ses parents ils tenaient une baraque à frites à De Forêt, et on allait manger une frite. Et puis comme ça, Monique, elle a connu Jean-François, et puis comme ça, on allait tous au cinéma après ensemble. C'était bien, c'était comme ça pour nous. Arrivé à l'âge adulte, Pierre part faire son service militaire obligatoire en Afrique. Un voyage de 2 années en Centrafrique en tant que barman, mais aussi en passionné de photos. Quand j'ai fait mes classes, il y a un mois, mettons, hein, à Toulon, Oui. direction à travers le port. Hein. On a passé l'eau.
Et puis, bon, il y en a un père qui sont partis, mais après, moi, je restais là. C'était prévu comme ça, quoi. Et tu es resté combien de temps à Toulon avant de partir en Centrafrique? À Toulon, et d'accord. Là, il pouvait y avoir 2 mois. 2 mois. Ouais, à peu près, ouais. Et Peut-être un mois de plus éventuellement, quoi. tu étais déjà barman à ce moment-là? Non. Ah ouais. C'est Ouais. dès que tu es arrivé à Centrafrique? Ouais. D'accord. Est-ce que tu avais rencontré des amis là-bas? Qui était avec moi autour du bar même, si tu veux, quoi. Ceux qui avaient l'habitude de venir dans ton bar, Voilà. c'est ça? Et t'en as plus revu après le service? Non. Tu les as plus revus du tout? Bah, et pour le tour de Noël, grosso modo, moi j'en ai rencontré, je te dis là. Et puis les autres sont partis. Et puis moi, je souhaitais pas aller. Je souhaitais pas faire plus de contacts d'un côté ou de l'autre, si tu veux. D'accord. Et tu n'as plus de nouvelles d'eux du coup? Non. C'est à la musique, c'est comme ça un petit peu. Il n'y a pas beaucoup d'embrassades. Papy est allé faire son service militaire tout d'abord à Toulon. Il était dans l'infanterie marine. Il est resté 4 à 6 mois à peu près à Toulon et ensuite il a eu la possibilité d'aller en Afrique, donc, et plus précisément en République centrafricaine. Donc il était basé à Bouar, qui était et qui est toujours la capitale de la République centrafricaine. Et il a eu l'occasion de revenir une fois pour voir mamie, donc c'était une permission pour rentrer en famille. Il a donc pu revoir mamie, ce qui n'a finalement été que la seule permission pendant toute la durée du service. Puisqu'après, quand il est arrivé en Afrique, eh bien, vu la distance, il y avait beaucoup moins de possibilités de revenir en avion. Enfin, une partie bateau et une partie avion. Donc à l'époque, on voyageait moins vite qu'aujourd'hui. Et voilà, il est parti donc plusieurs mois, pour pas dire plus, puisque le service militaire à l'époque était obligatoire et durait, je crois me souvenir, 1 an et demi à 2 ans. Quand Pierre est parti de soldat, de toute façon pour moi rien n'était changé. Je travaillais et puis comment quand tu es parti de soldat, de toute façon il a été parti à un bon moment. Hein. Il m'écrivait souvent, lui il m'écrivait souvent et moi je disais je vais écrire quand même un petit peu, mais c'était dur. Au soir j'étais mat, fatiguée pour dire. Donc mais bon, j'écrivais pas comme lui. Lui, il écrivait tous les jours. Tous les jours, il faisait une lettre et puis elle partait, quoi. Pierre est revenu au bout de... Il a eu une permission. Et après, il est parti au moins 1 an sans revenir. Hein. Il était barman, mais là, il avait la belle vie. Mais bon, pour lui, c'était bien. Parce qu'avant, il y avait faim. Il y avait faim. Quand il était à l'armée, il y avait faim. Comme une fois qu'il m'a dit, j'ai essayé d'avoir un pot de confiture et puis d'essayer de me récupérer du pain pour lui manger. Il avait faim. Ah oui, oui. Mais autrement, après, il avait la belle vie, c'est sûr. Il était bien là, tant mieux pour lui. Hein. Et puis il était beau dans son petit uniforme. Bleu marine, chemise blanche. Oui, parce que c'était comme ça faisait pas soldat. Hein. On n'aurait pas su dire un soldat, c'était un barman. Alors après, ce que papy faisait sur place, il était donc barman. Ça, c'était en République centrafricaine. Donc il a fait au début un service militaire classique. Et ensuite, il a eu cette possibilité de faire son service en tant que barman. C'était pour lui, je ne vais pas dire forcément, c'était une opportunité, en tout cas c'est sûr. Mais en tout cas, il était ravi de tenir ce poste. Ça n'a pas été quelque chose qu'on lui a imposé. Ça s'est venu naturellement, un peu en discutant, et on lui a proposé ce poste, et il a accepté bien volontiers. Et il en garde de très bons souvenirs, puisqu'il avait emporté avec lui un appareil photo qu'il avait acheté donc pour partir, et il faisait énormément de photos qu'il ramenait sous forme de diapositives, qui m'ont permis d'ailleurs de les retrouver
il y a quelques années et de les numériser. Donc ça permet de partager aujourd'hui tous ces souvenirs entre le départ sur le tarmac, l'arrivée sur place, la découverte des bâtiments de l'époque, la savane, la population locale, les premiers selfies, parce qu'on ne parlait pas de selfie à l'époque, mais que papy faisait avec son appareil photo, se prenant lui-même dans un miroir, le miroir du fond du bar. Enfin, c'est assez anecdotique et intéressant. Et donc, voilà, papy nous a ramené tous ses souvenirs, aujourd'hui on les partage ensemble, et c'est vraiment une belle opportunité, papy. Ah oui, oui, celle-là, oui. Tu l'as faite il y a combien d'années? T'étais... Ah bah il y a dans les années 63, 64, 64. 64, tu venais tout juste de rentrer? Ouais, ça devait être ça, ouais, de toute façon. Ouais. D'accord. Et quand tu es rentré, tu t'es tout de suite mis avec mamie? Bah, oui, si on veut, parce que j'étais déjà copain, comme on dit, avec mamie, quoi. C'est ça, quoi. Vous avez eu votre première voiture, c'est ça? Ah oui, c'est quand j'avais acheté une 2 chevaux. Ouais, la de 2. Alors papy, quand il est rentré du service militaire de Centrafrique, eh bien, donc il a retrouvé mamie, et c'était l'occasion justement pour lui de se dire, tiens, ben, comme on est ensemble et qu'on a envie de continuer ensemble, eh bien, de se marier, bien évidemment, et puis de vivre ensemble dans un lieu qui est celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que avant d'être ici, papy et mamie habitaient chez les parents de papy, dans la ferme familiale, dans une partie de la maison, qui était très petite. Je pense également, je crois me souvenir que Véronique, ma sœur aînée, est née là-bas, était encore petite quand ils étaient encore dans cette ferme, et ils étaient bientôt trop petits, et donc ils étaient trop à l'étroit, ils voulaient leur indépendance, ce qui est logique. Donc ils se sont installés ici, une ancienne maison a été rasée, et une nouvelle a été construite. Mes enfants, mais moi j'ai 5 enfants, ils sont formidables. 5 enfants et 10 petits-enfants. Et un arrière-petit-enfant. C'est bien, hein? Oh. Et dire que j'en voulais. J'avais dit 1 mais pas 2. Et j'en ai eu 5, donc voilà. Mais maintenant je suis très très content de les avoir eu, c'est sûr. C'est que Pierre, il y avait une bonne relation avec mon père. Mon père, il aimait bien Pierre. Parce que et puis quand il est venu à la maison, il a dit à mon père, bon maintenant, je voudrais me marier avec Hélène. Et mon père a répondu, comment il a répondu? Il a dit, non, je voudrais... Comment est-ce qu'il a dit ça? Il a dit, je peux avoir l'entrée de la... avant, c'est comme ça qu'on disait, je peux avoir l'entrée de la maison. Ah bah, de toute façon, tu l'as déjà, qui a répondu mon père. Tu l'as déjà, l'entrée. Forcément, il venait toujours voir mon frère, donc il était dans la maison, il était tout le temps à la maison. Mais mon père, il aimait bien Pierre. Alors, mes parents donc, ont eu, mis à part moi, 4 sœurs. 4 filles, pardon, donc les 4 sœurs. Donc je suis le petit du milieu. Donc j'ai donc 2 sœurs plus âgées et 2 sœurs plus jeunes. Donc Véronique, qui est la plus âgée, Annie, moi-même, Ingrid et Angélique. Donc Véronique est née en 67, Annie 68, moi 70, Ingrid en 73 et Angélique en 75. Donc finalement, pour l'époque, une grande famille, un peu classique, quoique. Je me souviens quand j'étais moi-même scolarisé, et notamment au lycée, on avait fait une étude sur la démographie. Et que de dire dans la classe que j'étais issu d'une famille de 5, c'était à l'époque encore, c'était de moins en moins courant. Donc contrairement à papy qui était lui dans une famille ils étaient 5 enfants également, et c'était par contre plus courant à l'époque. Alors quand j'étais gamin, j'étais très proche de mon père. Bon, j'accompagnais souvent mon père sur son lieu de travail avec mamie. Enfin, parfois il me le demandait plus que j'en avais envie, mais en tout cas, il m'arrivait d'aller le voir quand il était en train de bricoler. Alors c'était parfois un copain, lui, mécanicien, qui venait réparer le tracteur. Donc le tracteur était démonté parfois
pièces étaient démontées. Et mon père n'étant pas mécanicien, a observé, regardé, on lui expliquait les choses, et moi j'avais là aussi, je regardais, je participais. Plus jeune encore, le samedi soir, quand papy voulait se détendre un peu, il allait dans sa serre avec toutes ses plantes. Il a toujours cette passion des plantes vertes, des cactus, mais pas que, hein, et des plantes exotiques, et dans une serre chauffée. Et non, j'avais pris mon bain, j'étais en pyjama, je mettais ma robe de chambre, mes pantoufles, et quelle que soit la saison, j'allais le rejoindre dans la serre, puisque la serre étant chauffée, il ne faisait pas trop froid, et avec une petite loupiote, il avait installé tout ce qu'il fallait avec, l'éclairage. J'allais le voir en train de rempoter, m'expliquer comment il faisait des boutures, comment il rempotait les fleurs, enfin, essayer de donner un peu le goût de tout ça. Alors quand j'étais gamin à l'école, on nous demandait de remplir des fiches sur nos parents, c'est toujours le cas aujourd'hui, et donc je notais agriculteur. Mais finalement, mon père n'était pas que agriculteur, il était arboriculteur fruitier, comme il aimait le dire. Donc concrètement, il avait donc des vergers de pommiers à 90% et de poiriers, c'est son métier de base. Et ses productions de pommes et poires, il les vendait toute l'année. Papy pouvait aussi vendre toutes ses productions sur les marchés. Ce qu'il vendait également sur les marchés, ce n'était pas que les pommes et les poires. Il y avait également des fruits de saison, comme les prunes, les cerises, les fraises. Donc, beaucoup orienté sur le fruit. Mais il était également maraîcher, c'est-à-dire qu'il avait des productions de légumes dans des champs juste à côté de l'exploitation. Des poireaux, des pommes de terre, des carottes, etc. Voilà, donc tout ça était vendu sur les marchés. J'aimais bien aller au marché, le contact avec les gens. Mais c'est du boulot, hein, tout déballer, remballer. Mais bon, moi j'aimais bien. J'aimais bien. Pierre, il faisait ça déjà depuis des années. Hein, c'est ça. Les marchés, donc, ça a été une grande période de la vie professionnelle de papy et de mamie, puisqu'il n'y allait pas seul. Il y allait donc avec son frère Michel, qui était donc associé à lui dans l'exploitation agricole. Et ils allaient donc dans les marchés dans la région lançoise. Donc plus précisément, ils allaient à Hénin-Beaumont. C'était le premier marché qu'ils ont pu mettre en place. Carvin, Courcelles-les-Lances. Voilà, c'était véritablement les grands lieux de rendez-vous, deux marchés par semaine, le mardi et le vendredi, et parfois plus, quand en saison il y avait énormément de production à écouler. Parfois le mercredi y aller, parfois le samedi matin. Et puis un jour de marché, 2 à 3 fois par semaine, comme je l'ai dit, se levait à 4 h du matin, revenait à 5 h du matin une fois le camion chargé. On sortait tout ce qui était à vendre, destiné à vendre, des frigos pour mettre dans le camion, donc il préparait son camion. Il revenait ensuite pour s'habiller, pour manger, réveiller mamie, et ensuite il partait. Il partait très tôt, il partait à 6 h du matin pour arriver sur le marché à 7 h pour être les premiers à installer, à déballer et à être prêts pour l'arrivée des premiers clients à partir de 7 h 30, 8 h. Donc un rythme de travail fastidieux, donc il rentrait à 13 h 30, vous imaginez l'amplitude 4 h du matin, 13 h 30, plusieurs fois par semaine, sachant que après une journée de marché, il y avait la journée qui continuait, et après une petite heure de repos, par exemple à partir de 15 h, il reprenait son activité, et quand on était en saison d'été, par exemple, printemps-été, même début de l'automne, les journées, c'était jusqu'à la tombée du jour, comme on dit, donc parfois jusqu'à 22 h, travailler dans les champs et dans les salles de triage de fruits et légumes. Quand Véronique elle est partie, Véronique s'est mariée, la première, elle s'est mariée, je l'ai eu dur un jour là. Oh, quand elle est partie vraiment de la maison, c'était dur. Hein. Pourtant il y avait les autres, il y avait tous les autres, mais non, il m'en manquait un, Mais après, il a fallu s'y faire. Il a pas. On allait cueillir des pommes, des poires. Je dis, Véronique, c'est pas vrai. Elle ne reviendra pas au soir. Ben non, elle ne reviendra pas, elle est mariée maintenant. Elle est en ménage, et voilà quoi. Et papy il a été ordonné diacre en 86, je me souviens.
Bien. Ouais. Et en 86, la même année que Véronique, elle s'est mariée. Il a été ordonné en 86. Véronique, elle s'est mariée du samedi. Et on devait aller à une réunion pour les diacres. Il voulait à tout prix y aller. Non, Véronique, elle se marie, tu vas pas. Oui, oui, oui. Mais bon, diacre, c'est comme un prêtre. Mais enfin, sauf qu'il ne peut pas donner la communion. Hein. Voilà. Et après, comme ça, étant diacre, puis il a baptisé tous ses petits-enfants. Alors, papy est diacre depuis 1989. Pourquoi papy est devenu diacre? Et ça remonte en fait finalement avant la rencontre avec mamie, qui date donc des années 60, lorsque mamie avait 13 ans. Avant de la rencontrer, papy avait dans la tête, avait dans l'idée de pourquoi pas devenir prêtre. C'était certainement le fruit d'échanges, de réflexions qu'il avait à l'époque avec les personnes qu'il côtoyait et qui l'emmenaient lui et d'autres gamins de son âge dans des voyages. Donc c'était des groupes type chrétiens en monde rural qui existent depuis longtemps, qui existent toujours, et qui faisaient des voyages et des sorties ludiques. Hein, et c'était, ça a été pour lui, il me l'a un jour évoqué, l'occasion de lui-même se dire tiens, pourquoi pas devenir prêtre. Il a rencontré mamie, et bien voilà, après les choses faisant, il n'a plus envie de devenir prêtre. Il est devenu agriculteur comme son père. Il a même eu son exploitation à lui-même. Et puis un jour, on est venu lui parler du diaconat. Et finalement, ça lui a permis de se dire oui, pourquoi pas, devenir diacre. Je comprends en quoi cela consiste et eh bien, j'ai envie de devenir diacre. Et pour devenir diacre, on ne devient pas diacre comme ça du jour au lendemain, en claquant des doigts. On a tout un processus, toute une période de formation qui se fait, ça dure quelques années, ça peut durer 2, 3, 6 ans, et ça ne se fait pas seul, on emmène dans cette aventure, quand on est marié, son épouse, et puis l'adhésion aussi de la famille, des enfants, s'il y en a, pour justement, tout au long du processus de formation, déjà physiquement d'emmener la compagne, donc ma mère, avec lui lors des week-ends de formation, donc ça a duré plusieurs années, je l'ai dit, et puis l'aboutissement, c'est de devenir diacre. Donc quand on est diacre, on fait partie du clergé, et on fait partie donc du clergé, pour lui, en l'occurrence du diocèse de Lille. Alors être diacre, ça a toujours été un mystère pour moi, enfin, du moins au début, quand j'étais jeune, quand mon père se formait pour être diacre, et même en 89, quand j'avais donc 19 ans, j'ai pleinement découvert plutôt après, quand il était diacre en tant que tel, sur quoi consistait d'être diacre. Être diacre, finalement, ça peut s'apparenter à être prêtre, si ce n'est que le diacre va s'occuper et peut mener seul une cérémonie type baptême, mariage, les enterrements également, mais ne s'occupera pas du tout au niveau de la cérémonie, enfin l'acte religieux en tant que tel, de tout ce qui est sacrement. Ça, le diacre ne le fait pas. Mais, donc, c'était quand même très surprenant, on ne va pas dire un choc, mais ça fait quelque chose quand on voit pour la première fois son père qui enfile une aube, ça c'est une chose chez soi, mais quand on le voit enlever sa tenue, remettre dans un sac, une valise, on part tous ensemble à l'église, et ensuite vous vous asseyez, et que lui arrive par l'autel en tenue de diacre, devant tout le monde, la première fois ça fait quelque chose. On se dit tiens, surprenant, et voilà, bon, c'est une fois passé le cap, on l'écoute comme quelqu'un qui est prêtre, hein, sachant que c'est pas un prêtre. Il est diacre. Ah bah oui, quand Véronique elle a dit qu'elle allait avoir Justine, ah bah ouais, hein, elle était bien contente. Et puis elle était déjà un petit peu plus grande, Justine, elle l'a pas eu tout de suite, mais elle a bien été 8 ans sans Véronique. Hein. Et après, un jour ils sont venus avec Justine et puis
Et on va avoir... La famille s'agrandit. Moi j'ai dit, ah chouette. Et c'était parce qu'ils allaient avoir un chien. Mais après, bon, un moment, une paire d'années après, il y a eu Léo, quand même. Bah, on est bien content quand il y a des petits enfants. J'avais qu'une hâte d'aller voir une maternité. Alors, les enfants, nous avons tous eu des enfants. Autant Véronique, Annie, Ingrid, Angélique et moi-même, nous avons tous 2 enfants. Donc ça fait ça, on parle donc des petits-enfants de mon père et de ma mère. Et aujourd'hui, donc, papy est arrière-grand-père, puisque un des enfants, mon fils Clément, est devenu père depuis maintenant, depuis décembre 2021. 2020, pardon. Voilà, donc la famille s'agrandit et tout le monde est très content, que ce soit papy et mamie, de pouvoir rencontrer leur arrière-petit-fils, bien évidemment. Et ça leur a permis aussi aujourd'hui d'accepter un peu mieux le retour des anciens prénoms, puisque Marius est un ancien prénom qui est redevenu à la mode. Et autant même quand Justine, donc, qui est la fille aînée de Véronique, ma sœur aînée, le prénom a été moyennement accepté par mamie, quoique, et papy là aussi s'en fichait. Pour lui, c'était pas le plus important, c'était l'essentiel, c'est que quelqu'un arrive et fasse le bonheur de ses parents. En 2001 est arrivé un accident assez important, assez grave. Donc papy a été électrocuté lorsqu'il travaillait. Alors, en fait, il était, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait donc des pruniers. Donc la période des prunes, c'est essentiellement juillet-août. Et en août, c'est vraiment le gros moment de récolte des prunes dans les arbres. Et papy donc allait récolter les prunes avec ses échelles dans les arbres, et il passait d'arbre en arbre avec ses échelles. De toute façon, il faisait un petit peu de prunes aussi. Et il y avait une pâture là derrière, et Pierre était parti cueillir les prunes, comme il fait d'habitude. Mais il y avait, des échelles. Avant c'était des échelles en bois, mais là, les échelles en bois, c'était tout. Ça se faisait plus, c'était une échelle en aluminium. Et c'est ça qu'il a perdu. Et il y avait une ligne haute tension qui passait pas loin, mais c'est parce que ça devait arriver. Et autrement, Pierre, ça faisait une éternité qu'il cueillait là des fruits. Il n'avait jamais arrivé, mais il dira avec une échelle en bois. Hein? Mais ici, après, c'était une échelle, c'était de l'alu. Et il a été trop près de la ligne haute tension, et c'est ça que l'échelle elle est tombée, et puis Pierre avec. Il a dû avoir un moment où il était assommé, mais quoi qu'il en soit, il a réussi à regrimper dans la voiture, malgré les brûlures et la douleur, j'imagine. Faire aller la voiture jusqu'au plus près de la maison, et il a appelé ensuite ma mère qui était travaillée dans les champs en train de s'occuper justement de récolter des légumes, pour lui dire viens m'aider vite pour ensuite être ramené à la maison, et ensuite la rééducation du kiné. Ça a été un moment, une grosse coupure, un gros moment difficile pour lui forcément, premier, et puis pour nous tous, ça a marqué finalement la fin, en tout cas la pente descendante de son activité professionnelle. Il était dans la pâture là-bas au bout. Hein, il était parti avec sa voiture, avec l'auto. Donc ça, pour mettre les caisses dedans, il n'était pas embêté. Et il est revenu avec sa voiture, et tout, parce qu'il est bien des ruses pour lui marcher, tellement qu'il était... Et sa main, ici, son bras, il y avait... Tu aurais cru comme une saucisse qui était en train de cuire. Non mais c'est vrai, hein. Il est juste ici, t'as qu'à regarder son bras, comment il a été greffé. Non. Il est revenu ici, j'ai appelé les pompiers.
Et puis, bah, il est revenu à l'hôpital. Il est parti au brûlé à Lille. Il était au brûlé. Je voulais terminer ce documentaire en y apportant mon point de vue. Il y a quelques années, mon grand-père a commencé à contracter la maladie d'Alzheimer. Au début, c'était des petits oublis, puis on s'est rendu compte réellement que c'était cette maladie qui le rongeait. Son état s'est dégradé et on voyait très bien qu'il ne réagissait plus comme avant. Les interviews que vous avez pu voir dans le documentaire ont été tournées en 2022 et après ça a commencé à se dégrader. Parce qu'en vrai, il ne faut pas croire, mais la maladie d'Alzheimer ne fait pas mal à la personne qui le porte, mais surtout à son entourage, sa famille, ses amis, qui du jour au lendemain voient la personne disparaître petit à petit et ne la reconnaissent plus. Alors au travers de ce documentaire, j'ai voulu une dernière fois enregistrer sa voix, enregistrer ses souvenirs pour les garder, pour les transmettre à ma grand-mère. Alors j'ai décidé de sortir ce documentaire le 22 décembre 2024, date à laquelle il aurait dû fêter ses 81 ans. Aujourd'hui, les recherches pour Alzheimer sont toujours en cours, mais il n'y a pas de traitement efficace contre la maladie. Moi, à mon niveau, je peux que vous demander d'aider les recherches. Et sinon, je vous remercie grandement d'avoir regardé le documentaire et d'être arrivé jusqu'ici. Et on se retrouve prochainement. Merci beaucoup. Je suis en cage, c'est ma prisonnier. Ti-da-la-la-la-la, ti-da-la-la-la-la. Allez, nous fais un coup de guitare. Un coup de guitare. C'est la guitare qui me démonte. C'est du violon. Voilà. Ouais, les guitares manchots sont bizarres. Hein. Elle aimait les fleurs, les roses surtout, et le chèvre le dimanche lui apportait des roses blanches au lieu d'acheter des joujoux. La câlina